Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Gabriel Lemagadur, bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois pour évoquer notamment un disque qui n'est pas un disque du Quatuor Eben, dont vous êtes le deuxième violon, mais un disque consacré à deux compositeurs qui ont composé des œuvres exactement contemporaines en 1892, à savoir Ernest Chausson et Guillaume Lequeux, deux compositeurs que vous interprétez donc aux côtés de Franck Bralet au piano pour les deux œuvres, et puis le Quatuor Agathe pour le concert de Chausson. En préparant cet entretien, Gabriel Lemagadur, je me suis demandé s'il y avait d'autres œuvres que le concert de Chausson pour cette formation assez étonnante, piano, violon, quatuor, mais je vous cueille à froid peut-être. Là, c'est une colle pour commencer, quoi. Comme oui, formation. Tout à fait. Je trouve que c'est une formation qui est presque entre l'orchestre et la musique de chambre et le solisme. Enfin, ça regroupe un peu tout. C'est assez parfait. Mais je crois effectivement, enfin, je connais pas tout le répertoire moderne. Mais en tout cas, dans le romantisme et dans le post-romantisme, oui, il n'y a que ce chef-d'œuvre. Vous voulez dire que j'aurais pu en fait associer d'autres d'autres œuvres de cette formation? Non, je ne vois pas quoi. J'aurais pu effectivement faire une question piège et trouver quelque chose, mais j'ai rien trouvé dans cette formation qui est pourtant tellement évidente quand on l'écoute. Oui, c'est vrai. Ce qui est beau, je trouve, dans cette œuvre et cette formation, c'est le fait que tous les instruments dialoguent avec tous les instruments. Si on considère le quatuor comme un instrument, mais c'est vraiment un triangle parfait, et ça se passe la balle de minute en minute et de seconde en seconde, et c'est extrêmement vivant. Je crois que c'est pour ça que cette pièce est aussi appréciée, c'est qu'effectivement la formation y fait beaucoup, et la manière que Chausson a d'utiliser cette formation sextuor, mais qui va du duo en fait au sextuor en permanence, c'est fascinant. Alors quand on écoute ce disque qui est paru pour le label Appassionato, on se dit, Gabriel Lemagadur, que je ne sais pas s'il y a autant d'œuvres que ça qui valorisent autant votre instrument, le violon, que ce concert de Chausson et cette sonate de Lequeux qui étaient toutes deux dédiées à Eugène Ysaÿe et qui sont quand même des écrins extraordinaires pour votre instrument. Vous comprenez pourquoi j'ai pas fait le concerto de Sibelius pour commencer, quoi. C'est évidemment. Ça aurait été très beau aussi, mais c'est peut-être moins nécessaire aussi d'enregistrer le concerto de Sibelius que ces deux chefs-d'œuvre qu'on entend moins. Non, mais c'est vrai que en tout cas, vous avez raison. Le concert de Chausson, je trouve que c'est une œuvre parfaite pour le violoniste, parce que même si elle est virtuose, c'est une virtuosité qui est extrêmement maîtrisée par. Je pense que ces compositeurs à l'époque ont tous eu Ysaÿe à l'esprit. Qui a été quand même dédicataire d'énormément d'œuvres, d'Indy, Debussy, Saint-Saëns, Chausson, Lequeux. Et je pense que ce son qu'il a instauré à cette époque, en fin de siècle, et la manière qu'il a eu de renouveler totalement la technique de violon et le son du violon, les ont profondément inspirés. Donc c'est aussi cette chatoyance et cette chaleur et ce lyrisme permanent qu'on entend dans ces deux œuvres. Alors je lisais, je le rappelais bien sûr, vous êtes second violon du Quatuor Eben, qui est un des grands quatuors de l'heure. Vous avez choisi d'enregistrer ce disque et de donner un concert qui sera en relation avec le programme de ce disque le 30 avril prochain à la salle Gaveau. C'était quoi? C'était un rêve aussi non pas de sortir du quatuor, parce que ça c'est votre vie musicale et votre vie, mais un rêve aussi d'interpréter comme ça ce répertoire. Oui, je crois que c'était un rêve inavoué pendant longtemps. Quand on est second violon de quatuor, c'est un métier totalement différent, qui fait appel à des choses, à des connexions neuronales extrêmement différentes aussi. On est au four et au moulin, on est à la fois le cœur du quatuor, une sorte de caméléon qui doit se changer de couleur en permanence, et aussi on est quelque part aussi le vecteur un peu de ses autres collègues, c'est-à-dire qu'on donne et on reçoit en permanence et on réinterprète, mais c'est un métier qui est un tout petit peu caché peut-être par le premier violon, même si moi j'adore ce métier de second violon et je me satisferais de cette place toute ma vie, mais je crois que j'avais envie depuis longtemps, depuis tout petit, j'ai toujours voulu cultiver l'artisanat pour cet instrument, l'amour pour le son. Et quoi de mieux que le concert de Chausson pour se lancer modestement dans
dans un petit écart solistique. Enfin, modestement, ça c'est vous qui le dites, parce que ce disque, il est absolument merveilleux, Gabriel Magadur. Et quand on l'écoute, on pense bien sûr à un immense violoniste français qui vous a précédé. C'est vraiment son répertoire, enfin le répertoire auquel on était attaché. Bien sûr, il a enregistré avec Pierre Barbizet les sonates de Beethoven, ou aussi tout un répertoire romantique avec Karajan ou d'autres. Mais c'est Christian Ferras, et c'est vraiment, il a incarné ces œuvres que vous jouez, à la fois la sonate de Lekeu et ce concert de Chausson. Totalement, ça a bercé mon adolescence. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est étonnant parce que ce violoniste, souvent quand on a un entretien avec un violoniste, il parle de Oistrakh, Heifetz et d'autres. Mais Christian Ferras, qui était un immense violoniste, n'est pas tout de suite celui qui s'impose. C'est étonnant. Il a eu une carrière fulgurante et une fin de vie extraordinairement atroce. Mais moi, c'est marrant que vous disiez ça parce que j'ai pas pensé à ça même en conceptualisant le disque ou en écrivant le livret, mais en revanche, si ça se trouve, c'est peut-être par lui que j'ai pensé à ce projet inconsciemment, parce que c'est le violoniste que mes grands-parents, que ma maman me faisait écouter en vinyle quand j'étais petit. Donc quand j'avais 3 ans et que j'écoutais mes premières notes sur des vinyles, c'était Ferras, et ce son m'a toujours poursuivi et n'a cessé de me séduire. C'est vraiment, si j'avais un nom à retenir, ce serait lui, parce que je trouvais que c'était l'équilibre entre une fougue et un danger permanent, mais avec une maîtrise, je sais pas, toujours au service de l'émotion, toujours au service du risque. C'est extraordinaire. C'est un son vivant, malgré le fait qu'il ne soit plus là depuis très longtemps. Alors on va revenir à ce disque et aux interprètes avec lesquels vous jouez. Donc il y a Franck Bralet, qui est un pianiste. On a l'impression que quand on vous entend que vous êtes des complices de longue date, que vous avez beaucoup joué ensemble, mais vous dites dans le texte qui accompagne ce disque que vous avez assez peu joué ensemble, même si vous sentez beaucoup d'affinités musicales. On a joué une fois ensemble aux Moments musicaux de la Baule il y a 15 à 20 ans. On était encore jeunes quatuors. Lui était dans la force de l'âge. Il va pas être content si je dis ça. Mais honnêtement, je me rappelle même plus très bien comment ça s'est passé parce que ça fait très longtemps. Mais ensuite, on est devenus très amis, lui et moi, et sans quasiment jamais parler de musique. On s'est retrouvés au Japon, on a festoyé beaucoup ensemble, on parlait beaucoup de tout sauf de musique, de politique, d'écologie, de plein de choses. Franck, c'est une mine d'or incroyable, extrêmement érudit, et puis mais très attachant aussi. Et quelque part, quand j'ai voulu que ce rêve prenne forme, il est immédiatement apparu que ce serait avec lui, ou alors je me casserais les dents après pour trouver quelqu'un d'autre, mais je savais même pas en fait. Je voulais lui demander en premier et j'avais peur de sa réaction parce que je me disais peut-être comme on se connaît pas musicalement. Puis en fait, Franck, c'est quelqu'un qui adore faire partie de projets un peu comme ça, hors sentier. Et je pense que le défi lui a plu tout de suite. Il connaissait pas du tout la sonate de Lekeu. Moi, je la connaissais d'oreille, mais je ne l'avais jamais jouée. Et en fait, on a fait chez lui des sessions de travail passionnantes à essayer d'extraire le jus et la première pression de cette musique extraordinaire. Et c'était pour moi une grande satisfaction de savoir qu'on pouvait s'entendre aussi bien, lui et moi, à la scène qu'à la vie. Alors cette sonate de Lekeu, pour les auditeurs qui la connaissent pas forcément, c'est une œuvre absolument sublime, donc composée en 1892 par un compositeur qui est mort aussi tragiquement à 24 ans. Il y a quelques chefs-d'œuvre de Lekeu. Bon, celui-là, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre qui reste, et c'est une musique absolument merveilleuse, un peu cyclique. Donc pour ce compositeur belge, je ne sais pas si ça évoque ou pas la sonate de Franck. Je crois que Christian Ferras l'avait enregistré avec la sonate de Franck. Souvent, elles sont associées. Mais c'est une œuvre d'une très grande pureté, d'une très grande élégance, d'une très grande émotion, avec ce thème du premier mouvement qu'on retrouve aussi au long de l'œuvre. Vous avez voulu l'enregistrer justement parce qu'elle est plus rare que la sonate de Franck ou d'autres chefs-d'œuvre pour votre instrument? Oui, je trouvais qu'associer ces deux compositeurs qui ont eu tous les deux un destin tragique et qui sont... On parle beaucoup de tragédie pendant cette entretien. Oui, on est assez on est plombant là. Lekeu, on est plombant, mais c'est pour leur rendre justice. Quand on parle des génies de la pour musique, les faire malheureusement, souvent il est question de tragédie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'avais très envie d'associer ces deux-là parce que déjà à la fin de siècle,
Isaïe qui est le dédicataire, et ces jeunes compositeurs qui étaient tous sous la croupe de César Franck. Et c'est vrai que le queue, il fait une dizaine de motifs en 3 mouvements, et parfois même il fait s'entremêler les thèmes. Enfin, c'est d'une ingéniosité et d'une brillance, je trouve. Il est phénoménal. Qu'est-ce qui serait passé s'il avait vécu, je sais pas, 15-20 ans de plus? On aurait peut-être une autre alternative, en tout cas une alternative à Saint-Saëns, Debussy, à Ravel, on ne sait pas. Il avait un langage quand même extrêmement marqué, et je trouve que ce qui les regroupe aussi, ces 2 compositeurs, c'est au-delà de César Franck, mais c'est aussi leur amour pour la musique wagnérienne et pour le langage germanique, et ça se ressent quand même. Je trouve que, notamment dans le chausson peut-être, mais même chez le queue, il y a beaucoup de moments où on a l'impression d'être dans un prélude du Ring, avec des accords très poignants à la Tristan ou à la Valkyrie de temps en temps, peut-être moins. Mais... Oui, il y a quand même des effluves de la littérature française fin bien 19e. Bien sûr, il y a énormément d'impressionnisme aussi et de spontanéité. C'est peut-être ça qui les regroupe en fait, c'est la spontanéité et la jeunesse. Il y a quelque chose d'aussi émouvant pour cette interprétation que vous donnez de la sonate de Lecœur aux côtés de Franck Bralet. C'est en ce qui concerne la partition, Gabriel Magadur, vous le dites aussi. Ça, j'ai eu une chance incroyable. J'ai beaucoup écouté la version des 2 Menuhin, de Yehudi et Yepsiba, qui pour moi était une sorte de version de chevet. Et puis, je parle de ça à un ami commun, Pierre-Martin Juban, pour ne pas le citer. Et puis il me dit, Bruno Mont-Saint-Jean, je crois qu'il a chez lui la partition annotée de Yehudi Menuhin. Et je me dis, bon, je vais pas faire un copier-coller, mais je veux bien quand même aller voir ce que ça donne. Et la partition est phénoménale. C'est-à-dire qu'on peut pas imaginer le nombre d'annotations que Yehudi a noté lui-même, mais des choses d'expression. Parfois, il se met lui-même un dolce ou alors un peu plus emporté, un peu plus agressif, un peu plus doux. Il écrit tout. Il écrit tout ce qu'il veut faire. Toutes ses intentions à lui sont notées. Donc même parfois, il invente des crescendo, des décrescendo ou des ralentis, mais pour que le sens de la musique soit encore plus proche, c'est fascinant. Enfin, ça a été quand Franck a vu ça avec moi, on était... comme des gamins. Franck Bralet, hein, pas César. Oui. Non, pas César. C'est pas de confusion. Je l'aurais pas appelé par son nom de famille. Alors, Gabriel Magadur, on va revenir au Quatuor Ébène, dont on disait vous êtes le 2e violon. C'est pour moi un métier absolument fascinant. D'abord le Quatuor, et puis le rôle du 2e violon. C'est quand même le seul instrument dans le Quatuor qui est en double. Et je ne sais pas ce que ça aurait donné si on avait mis 2 altos ou 2 violoncelles et un violoniste. Mais est-ce qu'on sait d'où ça vient d'ailleurs, cette idée qu'il y ait 2 violons, un alto et un violoncelle, ou alors J'en suis pas sûr. Moi, mon interprétation personnelle du chœur, je dirais, c'est le fait que c'est par les registres que tout s'est fait. Quand on veut mettre plus d'alto et plus de violoncelle, il y a quand même 2 violons et ça fait un sextuor. Quand on veut faire un octuor, on met 4 violons. Mais dans les registres, le registre aigu, même si on a l'impression qu'il passe comme ça tout le temps, mais il se fait un peu bouffer par les registres graves. Donc je pense qu'on n'est pas trop de 2 pour équilibrer les débats. Et alors, votre rôle de 2e violon, je sais pas, on peut l'assimiler quoi, aux fondations d'une maison et avec l'altiste, ce qui fait que... Tout à l'heure, je parlais de caméléon, mais ça peut aussi être le marionnettiste, quoi. Je tire un peu les ficelles, mais il y a aussi, parfois, on résiste à mes ficelles et je me laisse un peu porter à gauche, à droite. Et je pense qu'on se doit d'avoir une vision très globale de l'ensemble. C'est valable pour tous mes collègues. On écoute souvent le son loin. Souvent, on se dit ça quand on est en répétition de concert dans une grande salle. On se dit, il ne faut pas juste qu'on écoute notre son à 1 mètre de nous, mais il faut essayer de l'écouter très loin pour gagner un peu en largeur, en souplesse aussi. Mais je crois que c'est encore plus valable pour l'alto et le second violon, surtout si on est placé au milieu, comme c'est notre cas. Mais d'avoir ce côté vecteur et électron permanent, de savoir s'adapter à un chant proposé, mais en même temps en redonnant un souffle rythmique. Et puis, je pense qu'on a un rôle de base, quelque part, de pilotage.
Vous n'avez jamais essayé, comme quelques quatuors l'ont fait, d'inverser premier et deuxième violon, On l'a comme fait le quatuor une Emerson fois ou pour des quatuors. circonstances un peu compliquées. On va pas parler de tragédie quand même, mais ça se passait pas très bien à cette époque-là. Et puis on a dû annuler un enregistrement qu'on a repris par la suite. Et pour, avec des grands guillemets, sauver l'enregistrement, je suis passé au violon 1. C'était un disque Mendelssohn. Donc, Fanny et Félix. Voilà, tout à fait. Et pour l'opus 13... Vous pouvez me faire une interro surprise sur votre discographie. Et pour l'opus 13, je suis passé de manière très éphémère. Voilà. Mais c'était une expérience incroyable. Pour Pierre et pour moi d'ailleurs. Pierre Colombet, donc, qui est le premier violon, je le précise pour Tout à fait, merci de auditeurs lui qui rendre ne savent justice. Non, mais c'est pas... J'ai tellement l'habitude de l'appeler Pierre. Non, mais tout le monde connaît le quatuor Eben, mais on ne connaît pas forcément C'est vrai. les noms de Mais ça a été personnalités. incroyable. Alors, pour moi, je dirais que ça a peut-être été plus facile parce qu'il y avait un côté upgrade. Bon, c'est pas vraiment le cas, mais j'avais tout à découvrir. Justement, peut-être cette expérience m'a même amené à faire ce disque solo aujourd'hui parce que je me suis dit, tiens, je peux croire en moi pour faire des choses que j'imaginais pas possible. Et puis pour lui, ça a été une découverte totale d'un métier qui au début lui paraissait ingrat, mais où il s'est dit, mais c'est incroyable en fait ce que tu entends quand tu es à la place du second violon et que j'imaginais pas du tout ça. Et c'est vrai que parfois on s'amuse en répétition à changer nos places pour se rendre un petit peu compte, en jouant nos propres parties, pour se rendre un petit peu compte de ce qui se passe autour. Et ça donne lieu à des choses étranges, parfois. Alors, depuis quelques mois, le quatuor Eben a un nouveau violoncelliste, donc qui a remplacé Raphaël Merlin. Et pour avoir écouté votre quatuor, malheureusement, une seule fois depuis ce changement, j'ai trouvé que c'était exceptionnel et que, voilà, on avait le même émerveillement que par le passé. C'est un travail qui doit être redoutable de trouver comme ça. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé à vos yeux, on sait bien. Ouais, ça a été une longue période difficile pour nous. On est en très bons termes avec Raphaël, mais c'est vrai qu'il y a 1 an et demi, il nous a annoncé qu'il envisageait quitter le quatuor, encore une fois pour diriger. Donc on doit, je ne sais pas si on forme des chefs d'orchestre en herbe dans le quatuor Eben. Votre premier altiste aussi s'est lancé dans la direction. Donc la première chose du contrat de Yuya, c'était est-ce que tu veux diriger ? Il a dit non, on a dit c'est bon, tu peux rentrer. Non, je plaisante. Mais il y avait quand même, on commence à se dire qu'on est bon. On sait que nous trois là maintenant, ceux qui restaient, on n'a aucune velléité et aucune volonté de diriger. Yuya non plus. Mais c'est vrai que ça a été très long parce que 25 ans avec quelqu'un, quel que soit le niveau atteint, il y a quand même c'est comme les Amadeus qui disaient ils ont arrêté. On peut pas ils ont arrêté complètement. On peut pas remplacer 40 ans ensemble. Nous, c'est seulement 25 ans. Donc on peut peut-être encore se permettre, mais on sentait qu'on était arrivé à une espèce de but avec Raphaël et on avait peur du changement. Et l'écueil qu'il fallait éviter, c'était de retrouver un Raphaël. Il fallait oublier quelque part tout ça pour essayer de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et au bout d'1 an, en fait, Yuya est arrivé. On a essayé vraiment beaucoup de superbes violoncellistes. Et ça nous a rendu malades parce que c'est une position très, très délicate. Pour eux, c'est terrible parce que parfois, on leur disait tu peux venir répéter tel programme. On fait juste une session de répétition. Et puis nous, tous les trois, ensuite, on se concerte et on se dit, si on a envie d'en savoir un peu plus, et humainement et musicalement, on propose une tournée. Et puis la tournée peut se passer bien, mal, mais ça n'a pas seulement à voir avec nous, quoi. C'est une telle alchimie. On a tellement besoin d'être à 4 et de savoir quelle va être notre vie future. Enfin, il faut être un peu devin aussi et sentir les choses. C'était pas facile tous les jours, et je dois dire qu'avec Yuya, on a une sérénité là qui nous fait vraiment plaisir. Yuya Okamoto, je le précise aussi, si je peux me permettre. Vous avez raison. Non, mais je l'avais sous les yeux, c'était pas pour frimer Gabriel de Magagne. Mais pour qui assiste à vos concerts les yeux fermés, effectivement, c'est difficile de penser qu'il y a eu un tel changement. Parce que c'est ce qu'on s'est dit avec lui. On l'a rencontré, on lui a proposé une tournée assez originale dans les fjords norvégiens, à Lofoten. Oui. Il y avait un festival là-bas, on croirait même pas que ça puisse exister, mais c'est des paysages extraordinaires. Et puis, je me rappelle, on a fait Ravel, le quatuor de Ravel, et puis c'était comme si il l'avait toujours joué avec nous. Et pourtant, il ne vient pas de la musique de chambre, Yuya. Enfin, en tout cas, pas du quatuor. Il a eu des expériences de trio, de quatuor avec piano, de quintet, mais quasiment jamais de quatuor. Donc pour lui aussi, c'était un gros risque. Et c'était tout nouveau. Donc on avait besoin aussi de voir, sur quelques tournées qu'on a faites après, s'il avait l'envie, tout simplement, de se lancer là-dedans. Puis quand on a compris qu'on était
réciproquement heureux du résultat et de ce qui se passait, il n'y avait plus vraiment à hésiter. Alors, il y a quelques années était parue une intégrale qui a fait date des Quatuors de Beethoven que vous aviez enregistré dans plusieurs pays au monde et puis qui était prévu pour sortir accompagné de concerts et puis il y a eu le Covid. Mais donc il nous reste ce coffret et quelques souvenirs de demi-intégrale au concert, Gabriel Le Magadur. C'est une fois qu'on a enregistré les Quatuors de Beethoven, comment on se sent après? Qu'est-ce qu'on peut aborder comme répertoire? Là, il y a encore 1000 répertoires que vous pouvez aborder, mais comment ça se passe une fois qu'on a abordé cet Himalaya du Quatuor? On a eu longuement l'occasion d'y réfléchir puisque le Covid est passé par là. Ça nous a plombé 6 mois, 1 an, et on avait eu l'intelligence, je ne sais pas si je peux dire ça, mais de prévoir quelques années avant un sabbatique qui tombait juste après le Covid. Donc ça nous a fait 1 an et demi, 2 ans de trou. C'est d'ailleurs à la suite de ça que Raphaël se posait beaucoup des questions. Je pense que c'est des périodes fondatrices pour se retrouver familialement et pour savoir ce qu'on veut du futur. Mais au-delà de ça, même s'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait peut-être même été plus dangereux pour nous parce que c'est vrai que quand on visite un panorama tel que celui-ci, on a un peu du mal à s'en remettre. D'ailleurs, on est encore en train de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enregistre ? Et on est encore en train de se dire, du calme, on vient de faire 7 disques. Mais en fait, on ne vient pas de les faire, ça a déjà 4 ans. Donc il va falloir quand même qu'on se remue un peu les méninges, mais... Enfin, remarquez, on peut passer notre vie, nous, auditeurs, à écouter les Quatuors de Beethoven. Ah, moi, je pourrais m'arrêter là. Non. Mais non, au contraire, je pense que ça nous a permis d'achever, évidemment, quelque chose qui, dans l'histoire de la musique, pour les quartettistes, est inégalable et inégalé. Mais maintenant, ça nous permet d'ouvrir d'autres horizons aussi. Est-ce que le programme d'un disque doit être celui d'un compositeur ? Est-ce qu'on peut associer, peut-être, faire des programmes un peu plus live, un peu plus concert ? On ne sait pas. On a plusieurs idées. Pour l'instant, on a un autre projet. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais avec le Quatuor Belcea. On a aussi un projet un peu plus électronique avec le Quatuor. Mais tout ça est en devenir. Enfin, les Belcea, ça devient sérieux, mais... On peut dire plus précisément ou alors non, le Quatuor Belcea, on a clairement un projet d'octuor ensemble, puisque ça fait longtemps qu'on joue avec eux et on s'estime énormément les uns les autres. Et on a les octuors de Mendelssohn et d'Enesco qu'on veut enregistrer. Donc, on attend avec impatience, vous deviez donner ça aussi, il y a eu le problème et oui, Covid. Ça aussi, le Covid nous l'a pris. Voilà. Mais on a une tournée européenne en mai et une tournée aux États-Unis avec ce programme-là avec eux en novembre. Nous, on a hâte, public français, de pouvoir écouter aussi ces concerts dont on a été frustré, Gabriel Le Magadur. Et donc, on va revenir à ce disque Chausson Le Queue, après ce détour par le Quatuor Eben. Vous êtes pour le concert de Chausson aux côtés d'un jeune quatuor, qui est le Quatuor Agathe. Magnifique quatuor. Il a été formé un peu par vous Non, il n'a pas été formé par nous. Alors, on a eu un mentor commun, Eberhard Fels, à Berlin. Ça, je l'ai su après, quand je les ai rencontrés, que c'était des élèves de Fels. On les a rencontrés. Vous savez, à Paris, il y a une résidence exceptionnelle pour les musiciens, et nous en faisons partie, comme le Quatuor Agathe. C'est la Fondation Saint-Ger-Polignac à Trocadéro. Et en fait, on s'est vraiment rencontrés là-bas, c'est-à-dire que ça pullule de quatuors, d'ensemble de chambres là-bas, et on a l'occasion de déjeuner ensemble, de faire des pauses ensemble et de parler musique. Et on s'est rencontrés avec les Agathe là-bas, on a senti qu'on avait à peu près le même langage. Moi, il me faisait quand même beaucoup penser à nous il y a une quinzaine d'années, aussi dans le côté très équipe de foot, j'ai envie de dire, je sais pas, ils sont assez marrants parce qu'ils travaillent super sérieusement. Vraiment, j'ai rarement vu des gens bosser comme ça, et en même temps on a l'impression qu'ils sont unis par des liens indéfectibles et qu'ils ont une espèce de bravoure et de but commun, et que les événements de la vie ne peuvent pas les arrêter. Et ça me fait très plaisir de voir des jeunes, surtout aujourd'hui où la demande est de plus en plus compliquée pour la musique de chambre, pour le quatuor à cordes en particulier. Il y a de plus en plus de quatuors à cordes qui naissent, mais peut-être de moins en moins de demandes. Parce que c'est des prises de risques et parce que peut-être le répertoire paraît élitiste, je ne sais pas. Mais en tout cas, au fur et à mesure des années, on a découvert qu'on avait beaucoup en commun. Puis ils sont devenus ensuite nos élèves partiellement à l'Académie de Munich que nous avons fondée il y a quelques années. Et puis maintenant, c'est des collègues, des amis, des partenaires de scène réguliers, et on profite de nos expériences communes.
Donc on les retrouvera le 30 avril à Gaveau et on les retrouve sur ce disque, ce concert de Chausson, qui est une œuvre pour nous, auditeurs, inépuisable. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que le violon est magnifiquement valorisé. La partition de piano, elle est redoutablement infernale et quand on discute avec un pianiste, il dit que c'est épouvantable à jouer et tout le monde vient féliciter le violoniste après le concert et le pianiste. J'ai même assisté à un concert où des gens sont venus féliciter le violoniste et ont demandé au pianiste s'il était là pendant le concert. Je vous dirais hors micro de qui il s'agissait, alors qu'il avait été extraordinaire. Je pense que si Franck Bralet était à ma place, il serait à genoux devant vous parce qu'il me dit exactement la même chose. Il me dit, mot pour mot, c'est dégueulasse pour nous parce que nous, on tricote tout du long. Et c'est vrai que c'est une des partitions les plus dures jamais composées pour les pianistes, je crois même concerto confondu. Oui. Mais c'est moins valorisant que le violon qui joue le rôle de diva et de chant, de lyrisme permanent, et c'est très frustrant. Dès la première phrase du violon, on est conquis. Bien sûr, l'entrée du violon, elle est quand même complètement épique. Et Franck, il me dit, mais c'est vraiment injuste pour nous. Alors, Franck, j'ai quand même la chance, quand je lui ai demandé de faire ce projet, il me dit, le concert de Chausson, ça, je peux le jouer. Déjà, c'est rare les pianistes qui se disent pas, attends, j'ai besoin de 5 mois pour m'y remettre. Lui, je dirais pas qu'il le joue au petit déjeuner, mais il a tellement eu peur de cette œuvre plus jeune, m'a-t-il dit, que maintenant il s'est préparé à la jouer un peu en mode tout-terrain. Alors ce projet, on le retrouve pour partie le 30 avril à Gaveau. Après ce disque que vous avez enregistré pour ce label Appassionato, c'est quoi ? C'est un projet isolé au sein de votre travail de quartettiste, parce que ce travail est tellement exigeant, tellement prenant, que c'est un projet un peu à part, parce que c'était un rêve que vous aviez d'interpréter ces œuvres et justement d'être en sonate ou dans une œuvre comme ça, où le violon, votre violon, à la part sous les projecteurs, ou alors c'est le début d'un projet transversal, vous savez pas pour le moment. Là encore, j'aime pas utiliser le Covid parce qu'il a toujours bon dos là depuis quelques années, mais c'était quand même à un moment où je me suis dit, bon, il y a le Covid, il y a le sabbatique qui arrive, j'ai 40 ans, il est peut-être temps de faire une petite incursion vers des choses juste comme ça, partiellement, pour revenir encore plus expérimenté et plus fort dans mon quatuor après. Mais bien sûr que ça donne envie d'en faire un peu plus, et de toute façon, c'est absolument pas contradictoire avec mon métier de quartettiste, qui restera mon métier principal. Mais l'un et l'autre se nourrissent. Ces deux choses-là sont essentielles. Mais pour moi, par exemple, d'ailleurs, une des plus belles versions de la symphonie concertante, c'est Norbert Breinin, donc, qui était le premier violon du quatuor Amadeus. C'est marrant, ça, c'est aussi un des disques. Je vais vous dire quelque chose d'épouvantable, parce que j'y pense en vous parlant, je me souviens plus qui était l'altiste. Mais bon. C'est Schidloff. Ah, c'était Schidloff, donc l'altiste du quatuor Amadeus. Magnifique version. Oui. Après, il y a aussi eu Véronica Hagen et Augustin Dumay. Enfin, Véronica qui, elle, fait partie du quatuor Hagen. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres quartettistes aussi. Mais bien sûr, c'est de la musique de chambre à grande échelle, les concertos. Ça dialogue avec l'orchestre. Voilà, Non, c'est un disque qui m'a beaucoup nourri aussi. Ça. Pas forcément sur mes projets solo à moi, mais ce disque des Amadeus qui se coupe en deux pour aller faire la symphonie concertante de Mozart, c'est extraordinaire. Et alors, vous parliez de Christian Ferras et puis d'Yehudi Menuhin, qui sont pour vous les incarnations des idéal violonistique. Mais au niveau de l'idéal de quatuor, quand vous avez commencé ce travail de quatuor au sein du quatuor Eben, vous aviez un son idéal de quatuor dans la tête ou... Pour beaucoup de raisons différentes, j'avais des quatuors qui me plaisaient. J'ai eu ma période quatuor Borodine, beaucoup, pour le son, pour l'homogénéité, pour la justesse, pour le côté un peu sans pitié de la musique et de leur discours. J'ai eu une période Lindsay, quatuor Lindsay, que j'ai aimé plus que tout, et notamment en live, encore plus qu'au disque, mais pour la prise de risque et parce que Dieu sait que c'était pas forcément des artisans, chacun d'entre eux en tout cas, ils n'avaient pas un niveau parfait, il faut le dire, mais ce qu'ils dégageaient à 4, c'était justement la cinquième personne qu'on attend dans un quatuor à cordes. On rêve d'avoir cette cinquième personne, et avec eux, j'ai été transporté en concert comme jamais je l'ai été auparavant avec des quatuors. C'est très beau cette expression de cinquième personne. C'est une belle image pour définir. Une sorte de super guerrier fusionnel des 4 membres du quatuor.
Et donc, le Quatuor Ébène, on va le retrouver aussi à Radio France l'année prochaine. Vous êtes en résidence à Radio France. Et justement, ça nous a permis de vous écouter dans des répertoires assez divers. Bartók, Grieg, Schubert, Haydn. L'année prochaine, il y aura Beethoven aussi. Et Tchaïkovski. Tchaïkovski, c'est un univers qu'on est très heureux de vous entendre aborder. Ah, moi aussi, ça fait 15 ans que je demande à mon quatuor de jouer ce Tchaïkovski numéro 3. Puis les membres s'en vont peu à peu. Alors, je suis obligé de refaire ma pub à chaque fois, mais non, je suis content. Et Pierre Colombet l'a écouté, il m'a dit mais c'est magnifique, et ils sont tous d'accord maintenant. Non, c'est une musique exceptionnelle. On a joué le premier quatuor il y a très longtemps, pendant beaucoup d'années, et moi j'aime ce langage plus que tout. Je trouve que ça brûle l'âme, c'est extrêmement poignant, c'est douloureux et en même temps lyrique. C'est fabuleux, j'ai très hâte qu'on le découvre ensemble. Et alors, il y a une question qui pour moi est assez mystérieuse quand je vois un quatuor de votre qualité, de votre expérience à l'œuvre, où il y a tellement, on sent tellement, il y a le talent, il y a tout, mais il y a la musique, l'art, mais il y a aussi un travail gigantesque. Vous avez passé des centaines d'heures à travailler certaines œuvres. Comment ça se passe au concert ? Est-ce qu'il y a une marge encore pour... non pas improviser. Pour l'improvisation, si, bien sûr. Mais... C'est le but ultime, en fait. C'est d'arriver à baliser le terrain tellement parfaitement, à notre échelle, en tout cas, à nos yeux, qu'on puisse se permettre, grâce à cette sécurité, c'est comme jouer en équilibriste, mais avec un filet en dessous, quoi. Il faut l'avoir, ce filet. Sinon, c'est quand même trop dangereux. Mais c'est vrai qu'on est un quatuor qui travaillons encore beaucoup. On réussit à prendre nos week-ends maintenant quand on est parisien, mais ça restait encore assez rare les années dernières. Mais oui, on est passionné par le travail, passionné par la recherche, et je crois que c'est notre essence aussi, c'est notre énergie, on la puise là. Et le concert, après, c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est censé être un moment où on oublie tout ce qui s'est passé en répétition et on joue pour le moment présent. Et alors, pour parler cuisine, comment ça se passe le travail ? Par exemple, vous décidez de monter une œuvre ou vous devez donner un concert, il y a une œuvre qui est prévue. Comment vous la travaillez ? On n'aborde pas les répertoires de la même manière, mais tous les répertoires de la même manière, mais quand même, on est censé arriver, chacun de nous quatre, en ayant une idée de ce qu'on va dire et de ce qu'on pense de l'œuvre. Et puis ensuite, c'est une tambouille commune, comme des chefs cuisiniers, c'est très à la mode en ce moment, qui se mettent à ouvrir des restaurants à plusieurs, là. Mais c'est un peu ça, on y met chacun nos ingrédients, de notre personne nous-mêmes, et puis ensuite de la personne quatuor, cette fameuse cinquième personne qu'on essaye d'atteindre toujours. Mais on fait aussi beaucoup de travail lent. Ça, on a fait ça dès le début, je me rappelle, quand je suis arrivé dans le quatuor, c'est-à-dire au tout début, 6 mois après, si je suis honnête. C'était le tout début des Ébènes. Ils avaient un nom quand même déjà, mais ils avaient commencé par Ravel, le quatuor de Ravel et La jeune fille et la mort de Schubert. Et je me rappelle qu'on travaillait dans les salles au Conservatoire de Boulogne et c'était que du travail lent pour jouir de l'harmonie, pour en déceler tous les cheminements, comme si on ralentissait la musique pour en déceler vraiment tous les secrets. Et ça, c'est un truc qui nous a jamais quittés pour essayer d'atteindre une perfection d'homogénéité, en tout cas le plus possible. Et après, sur les années qui ont suivi, on s'est dit, on a aussi fait beaucoup de chorales de Bach, par exemple en début de répétition. On se faisait un choral et on devait les jouer 2 par 2, tout par paire. Et ensuite, on le rejouait à 4. Puis je me rappelle, Mathieu Herzog mettait une note à ce qu'on venait de faire, si on était satisfait de ce travail. C'était pour cumuler les sons, pour pouvoir les homogénéiser, puis pour la justesse aussi. Parce qu'on pense tous que la justesse dépend beaucoup de la balance et de l'homogénéité. Enfin, c'est des termes un peu techniques, mais qui sont essentiels à nos yeux. Et puis, depuis quelques années, on fait beaucoup, et ça nous a fait énormément progresser, on fait beaucoup de travail à 3 qui jouent et 1 qui écoute. Donc, qui se met dans le rôle du professeur, qui va se mettre dans la salle, si petite ou grande soit-elle, et qui a tous les droits. Donc ça, c'est très agréable, parce qu'un quatuor, le chiffre 4, il est compliqué pour trouver pour toutes les décisions, c'est quand même beaucoup de compromis, c'est beaucoup d'argumentation. Il n'y a jamais de 3 contre 2, il n'y a pas de 2 contre 1, c'est toujours un peu bâtard comme chiffre. Donc quand il y en a un qui va écouter, il a les pleins pouvoirs
Et on progresse, on se rend compte qu'on progresse beaucoup plus vite que quand on défend notre bout de grade du haut de notre chaise. Gabriel Lemagadur, on pourrait vous écouter encore des heures, évoquer tant ce travail au sein du Quatuor, de Quatuor Ébène en l'occurrence, et ce disque Chaussons le queue que vous interprétez aux côtés de Franck Bralet et du Quatuor Agathe pour le label Appassionato, et puis ce concert du 30 avril prochain. En tout cas, merci infiniment pour tout ce bonheur que vous nous procurez, merci pour que ce votre soit invitation. En tant que violoniste aux côtés de quelques autres ou au sein du Quatuor Merci Ébène. beaucoup. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec le violoniste Gabriel Lemagadur, je vous propose de l'écouter interpréter les 2 premiers mouvements du concert d'Ernest Chausson. Il est aux côtés du pianiste Franck Bralet et du Quatuor Agathe. Je vous souhaite une très belle écoute de ce chef-d'œuvre de la musique française de la fin du 19e siècle. Une très bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank